Tech Lab Day 2025 autour de l'IA et des systèmes embarqués. Nous avons basculé en virtuel, donc je vous remercie d'être présents. On va patienter une petite minute que tout le monde se connecte avant de démarrer. Et je remercie déjà tous les intervenants qui ont leur caméra ouverte d'être avec nous. Et vous allez pouvoir les écouter et partager leur expérience dans une petite minute. Alors, on a voulu effectivement maintenir ce Tech Lab Day là, pour mettre en avant la R&D, notamment dédiée, c'est une journée vraiment dédiée à la R&D, à l'innovation, au laboratoire, mais aussi donc, aux startups et grands comptes qui sont en quête de solutions innovantes issues des laboratoires ou issues de la deep tech en général. On a voulu faire un petit zoom sur tout ce qui était un peu IA et système embarqué aujourd'hui. Et cette journée, comme on fait tous les ans, a pour but donc de mettre un coup de projecteur sur des technologies innovantes, prometteuses, et de favoriser bien le transfert de technologies entre des laboratoires et des entreprises, petites ou grandes. Et on a choisi aussi comme partenaire pour cette session la SAT, donc la Société d'accélération de transfert de technologies de Montpellier, qui s'appelle AXLR, que je remercie, qui va se présenter et aussi nous introduire avec deux de ces spin-off start-up un peu plus tard. Alors, un petit zoom sur l'agenda, si vous voulez. Après une petite introduction sur une nouvelle initiative que l'on fait à Montpellier, c'est pour ça que je la mets en avant, hein. C'est en cours, elle n'est pas du tout prête, on vient de démarrer, mais ça contribue justement à la visibilité des laboratoires de recherche en Occitanie et à Montpellier en particulier. On a commencé déjà à contacter différents directeurs de laboratoires de Montpellier. Et on aura en début 2026 une cartographie très fine et détaillée sur quel laboratoire, mais aussi quelle équipe de recherche, la granularité est assez fine, travaille de manière importante par ses travaux, par ses axes de recherche sur l'intelligence artificielle et une autre cartographie aussi sur la cybersécurité. Ensuite, donc, on va mettre en lumière différents projets autour de cette thématique, donc IA et systèmes embarqués avec la SAT, notamment. On va commencer par Laurent Joffre de Keia, qui est un membre Actantis, la société est basée à Toulouse, je crois, mais Laurent Joffre est basé à Montpellier. Donc, c'est encore un petit zoom sur Montpellier. Je dis le prénom et le nom, car nous avons beaucoup de Laurent connectés, notamment dans les speakers. Donc, je précise à chaque fois le prénom et le nom. Voilà, ensuite, on aura une présentation de la SAT qu'on ne connaît pas bien, que moi, je ne connais pas bien non plus. Donc, j'ai hâte aussi d'entendre, effectivement, d'en savoir un peu plus par Laurent Fournery, qui, je crois, est directeur des partenariats, si ma mémoire est bonne, il me corrigera. Sinon, et puis ensuite, on aura une présentation de Bonsaï par Alain Fanet, donc le directeur de Bonsaï, de cette startup spin-off, et accompagné par la SAT. Et enfin, on aura une présentation de IoT, je crois qu'on présente comme ça, de Karim Rami, qui est aussi connecté, également issu de la recherche publique. Et puis ensuite, donc là, le format de ces présentation, c'est chacun se présente voilà, en 5 à 10 minutes avec une ou deux questions directes. Et puis ensuite, tout le monde est réuni autour d'une table ronde avec quelques questions qui seront génériques posées donc, par Laurent Fournery de la SAT et moi-même. Voilà, donc ça, cette session, je vous le précise, va durer a priori jusqu'à 11h30, je pense. Et on a utilisé GoToWebinar. Par contre, vos rendez-vous que vous aviez programmés, que beaucoup ont accepté, je les remercie, se fera par un autre outil, une autre plateforme qui s'appelle B2Match, qui était d'ailleurs la plateforme sur laquelle vous êtes inscrits pour cet événement. Et les rendez-vous auront bien lieu à l'heure que vous aviez rendez-vous. Et au lieu d'avoir une table, un numéro de table, j'allais dire chimique, eh bien, vous aurez une table, enfin une chambre, une salle virtuelle avec votre interlocuteur. Donc, vous avez normalement accès à votre planning des rendez-vous. Si vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment entre 11h30 et 14h,
pour qu'on puisse vous aider à cela. Mais en tout cas, je serai là avec ma collègue Céline pour vous aider dès 13h30, hein, j'allais dire, pour vous aider à voilà, peut-être voilà, identifier. Enfin, tout est automatique normalement, hein, on a tout basculé en virtuel. Vous allez pouvoir être connecté directement dans une salle et puis les deux interlocuteurs, voire trois, puisque j'ai modifié aussi la configuration. On peut être même trois dans le rendez-vous, dans la salle de rendez-vous, jusqu'à 15h30. Voilà, donc sans plus attendre. Oui, donc je vous disais juste que par rapport à effectivement notre action, l'animation de l'écosystème sur la région Occitanie, qui est un petit peu récente chez nous, hein, puisque vous savez que nous sommes en Occitanie depuis 1 an, quasiment jour pour jour, suite à la fusion avec le pôle Optitech. Nous sommes en région sud, écosystème Deep Tech du numérique, mais aussi en Occitanie. On a souhaité faire un événement justement mettant en avant les forces vives et notamment des laboratoires de Montpellier. On a fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, un observatoire Focus IA, c'était il y a 3 mois de mémoire, qui est disponible sur notre site web. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de téléchargement dans le chat dans quelques minutes. Et comme vous le voyez, ça permet de voir effectivement quelles entreprises est située en Occitanie, travaillent sur ce sujet. Et on a interviewé également des acteurs clés, hein, pour pouvoir avoir un peu les tendances dans ce domaine sur ces acteurs-là. Je vous disais aussi que nous avons travaillé aussi sur une feuille de route 2023-2026. C'est la phase 5. Hein, on a beaucoup d'actualités aussi en ce moment. Ça a été débattu, je crois que c'était hier à l'Assemblée nationale, sur les 9 millions d'euros à allouer au pôle de compétitivité pour 2026, hein, dans ce contexte de politique nationale un peu tendue. Et donc, nous avons une feuille de route, comme les 53 autres pôles de compétitivité dans ce document-là que vous voyez, autour d'un axe stratégique qui est l'IA et le traitement de données. Où nous mettons en valeur, encore une fois, voilà, l'écosystème, les verrous, les acteurs, recherche, petites startups PME, grands groupes, etc. Et nous avons aussi fait, il y a en 2020, là j'ai mis 2020, j'ai mis la mauvaise couverture. C'est là, en 2023, nous avons mis à jour une cartographie des laboratoires académiques en IA en région sud. Pourquoi j'ai mis cette couverture? Parce que je suis en train de mener une action de catalogue identique sur la région Occitanie, hein, avec une identification et un mappage, un positionnement des différents laboratoires de recherche, mais aussi équipes de recherche, je vous disais, sur un référentiel commun autour de l'IA en Occitanie. Et donc, voilà, je tenais à le préciser, comme on va parler recherche et IA aujourd'hui, certains ont été contactés, voire interviewés, puisque cette mission est en cours et tout sera disponible début 2026 pour, encore une fois, favoriser le transfert de technologies, le partenariat entre entreprises et laboratoires. Et par exemple, un exemple concret, régulièrement, nous avons, comme vous le savez, comme tout pôle de compétitivité, nous accompagnons des projets en cours de montage, hein, pour des dispositifs de financement. Certains dispositifs de financement exigent la présence d'un laboratoire de recherche dans le consortium. Eh bien, ce catalogue des laboratoires en IA et sur les autres axes stratégiques de Actantis sert justement à identifier quel laboratoire, quelle équipe de recherche serait pertinente pour monter à bord de ce projet, de ce consortium, hein, piloté par un chef de projet membre Actantis, et participer à la labellisation, passer devant le comité de labellisation et bien sûr bénéficier de subventions publiques et privées pour ce projet collaboratif innovant. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Laurent Joffre, donc CEO directeur de Keia, qui va nous présenter justement son entreprise et ses solutions innovantes autour de l'IA embarqué, notamment pour les réverbères intelligents, et qui va nous parler aussi justement du Edge et du Cloud et comment y voir plus clair dans ces deux concepts. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous? Laurent Oui, Joffre. je suis avec vous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais lancer ma Alors, présentation, Fabienne. attendez, Je vous Laurent, laisserai. d'abord, je vous passe présentateur un petit instant. Voilà. Et je veux bien que les autres éteignent leur caméra pour vous laisser la parole, Laurent Joffre, et qu'on puisse voir votre présentation. Voilà. Est-ce que vous Je ne voyez vois pas, mon par écran? contre, je ne vois pas Laurent Joffre par rapport à la caméra, mais bon, c'est pas très grave, hein. Si Non, mais vous devez voir mon écran, je pense. voilà, et je vois votre présentation, c'est très bien.
Bon, parfait. Parfait. Bonjour à tous. Donc moi, je crois que j'ai à peu près une petite dizaine de minutes pour vous faire cette présentation. Je vais vous parler un petit peu de Keia, et puis après, on rentrera dans des détails un petit peu plus techniques et sur les principaux enjeux de l'IA embarquée. Et puis, je pense que ça pourra être des choses qui seront utiles par la suite au cours de notre échange. Keia, en quelques mots, donc nous, on est une société assez récente, hein, elle a été créée en 2021. On se définit comme un spécialiste du traitement de l'image embarquée et de l'IA embarquée et des télécommunications IoT. L'idée derrière étant de pouvoir donner de l'intelligence à un objet autonome et puis de remonter une information qui soit déjà structurée, mâchée en fait par le dispositif d'intelligence artificielle. On est à la fois concepteur de hardware et de software embarqué. Et j'ai tenu à le préciser, on fabrique aussi intégralement en Occitanie. Donc, Fabienne le disait, notre siège est à Toulouse, mais le bureau d'études, lui, est à Montpellier. On a à peu près aujourd'hui environ 5000 produits installés sur une gamme de produits qui nous est propre et qui est essentiellement axée sur la ville intelligente. L'idée qui a prédominé à la création de Keia, c'est d'utiliser le réseau d'éclairage public comme support à la numérisation de la ville et de développer, donc c'était notre idée de départ, ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire des dispositifs qui vont se monter directement sur les luminaires d'éclairage en utilisant le courant électrique de l'éclairage, et puis d'avoir différentes fonctions qu'on va voir par la suite, et notamment de venir collecter de la donnée en voirie. On a commencé avec un premier produit qui a été conçu à partir de 2020 et destiné à la modulation de l'éclairage en faisant de l'analyse d'image, c'est-à-dire que ce produit qui est dénommé Strigo et qui doit être présent aujourd'hui, je pense à peu près à raison de 3500, 4000 exemplaires dans les villes, dans les rues de Toulouse et puis d'autres villes également. Un produit à bas coût qui permet de faire du traitement d'image, d'analyser ce qui se passe en voirie et de moduler l'intensité de l'éclairage en fonction. L'idée, c'est de générer des économies, d'abaisser le niveau lumineux et puis de le remonter uniquement quand on vient identifier un usager vulnérable, c'est-à-dire piéton, cycliste, qui lui peut avoir besoin de lumière. Donc c'est un dispositif très simple et qui vient de faire de l'analyse d'image à partir d'un simple microcontrôleur. On a développé ensuite, à partir de 2022, une gamme plus dédiée à la radio pour la télégestion de l'éclairage et puis la remontée au départ de mesures, notamment des mesures de consommation, des mesures de panne sur les luminaires d'éclairage public. Et puis à partir de 2023, on a commencé à travailler pour intégrer de l'IA sous faible consommation, toujours, donc avec des dispositifs assez légers, et à développer des produits qui, eux, soient capables de vraiment collecter de la donnée. Donc, ça va être l'idée de faire des comptages de véhicules par classe de véhicules, par exemple, de venir remonter des alarmes, des alertes, de venir détecter des temps dépassés, par exemple, sur des places réglementées ou des choses comme ça. À partir de cette connaissance, donc on a acquis peu à peu une compétence dans la mise en œuvre de processeurs susceptibles de faire des inférences d'IA sous faible consommation. Et puis on a commencé depuis l'année dernière à s'ouvrir à d'autres marchés. Donc, tous les marchés sur lesquels ces composants peuvent avoir un intérêt, c'est-à-dire les drones, par exemple, pour le pilotage automatique, la robotique, bien sûr, les capteurs industriels sur chaîne de fabrication, la sécurité, où on peut avoir besoin, par exemple, de venir reconnaître un visage, donc toujours sur le traitement d'image, ça peut être du traitement de son, et puis la détection également de situations un petit peu anormales. Là, je vous ai mis quelques illustrations, notamment vous avez un dispositif de détection des inondations. Cette connaissance, enfin, ces développements sont des choses assez récentes en IA embarquée et ils sont notamment dus à l'émergence depuis assez peu de temps. Quand je dis assez peu de temps, c'est 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, de puces qui sont capables d'intégrer sur le même silicone à la fois le CPU, donc l'unité de traitement centrale, un GPU dans certains cas, donc une unité de traitement graphique, et ce qu'on appelle aujourd'hui un NPU, c'est-à-dire une unité de traitement neuronal. Le CPU, bon, tout le monde connaît ça, il travaille avec un bus de données. La GPU, c'est quelque chose aussi, je pense, qui commence à être relativement connu, hein, notamment à travers les produits de la marque NVIDIA, et qui sont des processeurs qui proviennent au départ des jeux vidéo et qui sont capables de faire du calcul matriciel, j'aurais dire même du calcul tensoriel, de manière assez rapide et très efficiente. Mais ce GPU, il utilise en fait les échanges avec le CPU sur le bus de données
Et le bus de données, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur en termes énergétiques. Alors depuis assez peu d'années, donc sont apparus les NPU, qui eux ont une architecture complètement différente et qui permettent en fait de déployer en RAM des modèles neuronales et d'effectuer ces calculs en RAM et puis de les renvoyer après vers le CPU. C'est-à-dire que le CPU va déléguer au NPU le travail des inférences d'IA et puis le NPU va remonter directement l'issue de ce calcul. Ça permet d'avoir une efficience énergétique bien meilleure que celle des GPU et on parle de rapports en général qui peuvent être de 5 à 50 suivant les dispositifs. Ça se concerne aussi bien les microprocesseurs que les microcontrôleurs avec des gammes de prix qui peuvent s'étendre de 10-15 euros sur les plus petites unités à 25, 100 ou 150 euros pour les plus grosses unités. C'est ce que vous avez dans certains cas sur vos téléphones portables avec des très gros processeurs. Et aujourd'hui, donc, on peut trouver ça aussi sur des tout petits dispositifs. L'idée donc qui est derrière tout ça, c'est d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle dans le cloud, sur un PC, donc en dehors de la carte, avec des bibliothèques, en utilisant des bibliothèques classiques du type TensorFlow, PyTorch, et puis d'utiliser par la suite un format qui est devenu peu à peu un standard, qui est le format ONX, qui est un format en fait qui vient retranscrire un réseau de neurones. Et puis ce réseau de neurones, à partir de ce format, peut donc être injecté directement sur le processeur de la carte. Et puis la carte, après, fait son travail d'inférence. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un modèle entraîné en dehors de la carte et puis injecté sur la carte en distinguant bien donc, les étapes d'entraînement du modèle et les étapes d'inférence plus récentes. Ce système, il nécessite aussi, bien sûr, d'optimiser un réseau de neurones. Donc, les caractéristiques essentielles, c'est lié à la taille du modèle et son nombre de paramètres. Alors, je vous ai indiqué que vous ayez un petit peu quelques notions de dimension. Aujourd'hui, par exemple, alors quand on parle d'IA, on parle aujourd'hui beaucoup des systèmes type Mistral, ChatGPT, etc., qui sont de très gros modèles qui vont tourner en général sur des data centers ou sur des ordinateurs déjà de très grande taille, qui peuvent faire plusieurs dizaines de gigaoctets. Nous, en embarqué, on parle de taille de modèles beaucoup plus faibles. Ça peut être de quelques mégaoctets pour YOLO. Donc, YOLO, c'est un système qui permet de faire de la vision. C'est un modèle de vision. Jusqu'à éventuellement quelques dizaines de kilooctets pour une IA. Et nous, sur de simples microcontrôleurs, même sans NPU, aujourd'hui, on a réussi à faire tourner des modèles de quelques dizaines de kilooctets sur de la vision et avec des résultats qui étaient assez satisfaisants. En termes de paramètres encore, hein, pour vous dire un petit peu, aujourd'hui, un modèle type ChatGPT, c'est 1,8 billion de paramètres, donc billion, c'est 1000 milliards, donc 1800 milliards de paramètres. Aujourd'hui, sur de l'embarqué, on va tabler sur des modèles qui vont faire quelques dizaines de mégaoctets à peu près. Je vous ai mis un petit comparatif également de différents modèles, donc différents modèles type YOLO V5, qui est un modèle de vision assez classique, qui peuvent être optimisés également en taille, donc en taille mémoire. Hein. Vous voyez, suivant la version et la complexité du modèle, on peut passer de 14 mégaoctets à, à 160 à peu près mégaoctets. Bien sûr, avec une dégradation en fait de la précision, et puis des temps de latence qui, eux, pour le coup, sont plutôt diminués. Pour passer d'un modèle un peu plus gros à un modèle un petit peu plus petit, il y a plusieurs solutions, donc toujours en procédant à un entraînement dans le cloud. Bien sûr, il y a la redéfinition éventuellement du modèle, sa spécialisation et sa réduction du nombre de dimensions. Donc, quand on parle de réduction du nombre de dimensions, c'est réduire, par exemple, le nombre de classes qui peuvent se trouver en sortie du modèle. Si je prends un exemple sur les dispositifs qu'on utilise dans l'éclairage public, on va s'appuyer sur des modèles type YOLO, qui peut avoir plusieurs centaines ou voire jusqu'à un millier pour le YOLO V8, 2 classes de sortie. Nous, bien sûr, sur l'éclairage public, on ne va pas avoir besoin, du moins pour la détection en voirie, on ne va pas avoir besoin de tant de classes possibles. Il suffit de savoir distinguer une trottinette d'un piéton, d'un cycliste, d'un bus, d'un camion ou d'un véhicule. Donc, on va réduire en fait ce nombre de dimensions en sortie et ce nombre de classes.
Donc, ce qui va nous faire gagner énormément dans la taille des modèles. Il y a la possibilité aussi éventuellement d'éliminer certains neurones, donc ce qu'on appelle le pruning. Donc on vient brûler simplement des neurones qui sont très peu utilisés, et puis de les coder aussi avec une précision qui soit beaucoup plus faible. Et puis en même temps également d'optimiser ce qu'on appelle les hyperparamètres d'un modèle. Tout ça toujours dans l'esprit de réduire sa taille. Alors on va augmenter bien sûr sa réactivité, le temps de latence, mais souvent aussi perdre un petit peu en précision. Ce processus d'entraînement, il se fait pas tout seul, et on a mis en place assez récemment avec l'ICAM de Toulouse, qu'on appelle une architecture MLOps, donc qui vise justement à, à entraîner différents types de modèles et puis de venir comparer leur performance. Alors on part, je vous ai présenté un petit peu le schéma de ce processus. On part de données d'entraînement. On vient entraîner ces données suivant différents modèles, bien sûr, les évaluer, les exporter dans une base de données. Et puis après, on modifie à l'aide de l'outil Prefect les hyperparamètres, donc pour les faire varier. Et puis on enregistre tout ça à l'aide de l'outil MLflow dans ce qu'on pourrait appeler un cahier de laboratoire, où on va être enregistré les caractéristiques des datasets, les caractéristiques des hyperparamètres, les caractéristiques des modèles qui ont été enregistrés, et puis se constituer peu à peu une base, et puis rechercher le modèle optimisé qui va être préférable en fonction de l'application qu'on veut réaliser. Voilà, donc en quelques mots, en synthèse, notre métier, c'est de concevoir à la fois du hardware, donc à partir de processeurs spécifiques, des objets à intelligence artificielle embarquée, et puis de venir chercher, optimiser les modèles d'IA qui vont être injectés sur ces cartes, de manière à spécialiser, je dirais, les dispositifs en fonction de ce qu'on va rechercher. Voilà un petit peu en quelques mots ce que je peux vous dire, à la fois sur la société et puis sur ce qui me semble être les enjeux essentiels aujourd'hui de l'IA. Voilà, mais écoutez, Fabienne, je peux vous laisser la parole si je suis rentré à peu près dans les temps. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci Laurent Joffre. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais reprendre le mode présentateur et le passer à Laurent Fournery. Alors, un petit instant. Laurent, vous êtes bien avec nous? Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, moi je m'entends bien. Attendez, hop là. Par contre, je vois pas. Je vais juste vous présenter un petit peu la suite. Attendez. Hop. Voilà, donc je voulais vous montrer simplement que on a la chance d'avoir la SAT, donc comme SAT de Montpellier, XLR comme partenaire, et qui va justement qui va nous présenter ces deux speakers, ces deux intervenants, ces deux directeurs de start-up issus de la recherche publique qu'elle a accompagnée en maturation, je crois. Donc Alain Fanet pour Bonsaï et Karim Rami pour IoT. Et on va avoir, je pense, une petite présentation de la SAT, mieux comprendre un peu voilà, ses missions et ses domaines d'intervention. Donc, Laurent, je vous désigne présentateur. Laurent Fournery. Et Laurent Biasetti pour la présentation. Voilà. Normalement, vous êtes présentateur. N'hésitez pas à poser des questions. Vous, auditeurs, vous avez votre micro et caméra coupée, mais je peux l'ouvrir. C'est Laurent Biasetti ou Laurent Fournery qui doit présenter la LASAT? Biasetti pour Maintenant, c'est Biasetti. OK. Alors, donc, dans ce cas-là, Laurent Biasetti, je vous désigne présentateur, un petit instant. Voilà. Peut-être ouvrez votre caméra si vous voulez, je ne sais pas. Voilà. Laurent Biasetti, vous êtes présentateur.
Bonjour. Donc, du coup, est-ce que le partage d'écran… Oui, voilà. moi, je le vois bien. Ouais, Bonjour, parfait. donc voilà, je suis donc Laurent Fondery, je suis directeur des opérations au sein de la SAT AXLR. Donc, ça veut dire en fait qu'on anime toute la partie investissement et transfert de technologie. Et donc, je vais vous présenter la SAT AXLR, qui est issue du programme SAT, qui est un programme national, qui est une volonté de l'État qui a émergé il y a une quinzaine d'années pour favoriser le transfert de technologie de la recherche académique vers les entreprises. Donc, c'était un programme issu du plan d'investissement d'avenir, voilà, qui date d'une douzaine d'années. Et il y a un réseau de 13 SAT en France, donc à peu près une SAT par grande région. Donc, SAT, ça veut dire Société d'accélération du transfert de technologie. Et la mission donc, des SAT, c'est de favoriser et d'investir dans des programmes de maturation, d'investissement, de R&D, donc d'investir dans des projets qui permettraient de transformer des inventions issues des laboratoires de recherche vers des innovations transférables dans le milieu industriel ou dans la création de start-up. Donc, il y a eu un programme, donc c'est un programme qui était de l'ordre de 1,2 milliard d'euros depuis 2012, avec donc des investissements dans des projets essentiellement deep tech. Slide suivant, du coup, alors plus précisément, si on focus sur la SAT AXLR, donc on est la SAT Méditerranée Occitanie. On a 16 actionnaires. Donc on est une société privée qui a un actionnariat 100% public. Parmi nos actionnaires, on a les organismes de recherche, donc soit des organismes de recherche locaux ou nationaux. Alors en organisme local, on a les universités de notre région. Donc toute la partie, vous voyez sur la carte, toute la partie anciennement Languedoc-Roussillon. Nous avons donc les deux universités de Montpellier, l'université de Nîmes, l'université de Perpignan. On a également des organismes nationaux de recherche qui sont actionnaires comme le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'IRD. On a également l'État qui est actionnaire, donc, à travers notamment la BPI. On a les autorités locales, comme la région Occitanie et la métropole de Montpellier. Et on a 3 établissements de santé qui sont également actionnaires, le CHU de Montpellier, le CHU de Nîmes et l'Institut contre le cancer de Montpellier. On a également de multiples partenariats avec beaucoup d'autres organismes. Et donc, en fait, on agit pour valoriser vraiment la recherche issue de nos territoires et que l'on peut transférer dans le monde entier, mais de préférence en région, évidemment, sur les entreprises régionales ou nationales, bien évidemment. Quelle est notre mission principale? Donc, en fait, on agit sur plusieurs axes. La première, c'est effectivement de détecter des projets, des inventions issues des laboratoires de recherche et également des besoins issus du monde économique, des entreprises, et de faire, en gros, de faire le matching entre ces offres de technologie d'un côté et ces expertises et ces compétences technologiques avec des besoins industriels. Et pour cela, eh bien, on va opérer un transfert de technologie, donc des inventions issues de la recherche vers le monde de l'entreprise, mais on va également pouvoir investir dans des programmes de R&D. Donc, c'est des programmes qui peuvent durer 2 ans et on peut mettre différents montants. Ça peut être quelques centaines de milliers d'euros pour augmenter la maturité technologique des projets. Puisqu'effectivement, on peut faire le constat que ce qui sort de la recherche publique peut paraître parfois pas suffisamment mature technologiquement pour intéresser des industriels ou des PME ou des startups pouvoir opérer ce transfert. Donc finalement, la vocation de la SAT, c'est de combler un petit peu ce trou qu'il peut y avoir dans l'échelle de développement d'un produit et de passer finalement d'une invention à une véritable innovation qui a une valeur économique. Donc, on a vraiment cette activité principale de maturation. On investit à peu près 5 millions d'euros par an sur des programmes de maturation. Et puis, on a également un programme d'incubation. Ça, c'est plus dédié aux startups qui permet effectivement de financer un petit peu en post-maturation des projets de startups qui sont en attente de levée de fonds. Et donc, on a un dispositif d'avance remboursable pour faire un bridge finalement de financement
un bridge de financement. Cette slide suivante, du coup, donc très rapidement, pour vous dire, on agit donc sur plusieurs axes. Quand on fait donc une maturation, c'est effectivement soit c'est un transfert vers une entreprise existante, donc ça peut être une ETI ou une PME. Et là, dans ce cas, on va proposer aux partenaires industriels de co-investir dans un programme d'innovation. Et donc, on pourra faire, par exemple, un programme de R&D partenarial où on va pouvoir financer ce programme-là en collaboration avec le partenaire pour développer un nouveau produit ou un nouveau service qui va valoriser des inventions issues des chercheurs. Et on va donc monter un programme ensemble, on va le piloter ensemble, et ensuite on va opérer un transfert de technologie vers l'entreprise avec un contrat d'exploitation. La propriété de tous les développements qui auront été faits étant une copropriété entre les établissements publics de recherche et l'entreprise. Donc là, on identifie vraiment très en amont les besoins avec les partenaires et on fait vraiment un programme sur mesure pour vraiment s'adapter aux besoins et s'assurer qu'il y aura bien une continuité de développement et d'exploitation vers l'entreprise partenaire. Donc ça, c'est tout un pan d'activité que l'on a, qui est du transfert vers des industriels, vers des PME qui ont des besoins. On a également la possibilité de pouvoir créer une spin-off avec, par exemple, la PME. Au lieu de créer une business unit, on pourra éventuellement créer une spin-off dédiée à l'exploitation de ces technologies. Et puis, on a une autre activité qui est plus orientée start-up, où là, on va valoriser tous les développements qui ont été faits par la création d'une start-up, avec donc des porteurs de start-up. Et donc là, on va vraiment incuber finalement la start-up et financer les premiers développements de recherche et développement de cette start-up. Et donc, on peut mettre des tickets de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Donc, typiquement, c'est des programmes qui peuvent durer 2 ans, jusqu'à 2 ans, et on peut investir des tickets de 300, 500, 800 000 euros sur des programmes de maturation. On opère dans tous les domaines scientifiques et techniques, donc aussi bien en biotechnologie, en santé, dispositifs médicaux, dans tous les domaines de l'environnement, agronomie, aussi tous les programmes, toutes les thématiques de sciences de l'ingénieur, donc tout ce qui est en informatique, électronique, mécanique, chimie, génie des procédés. On a un territoire où on a à peu près 10 000 chercheurs sur le territoire qui travaillent dans tous les domaines possibles finalement. Et donc, on a toujours forcément des compétences et des expertises qui peuvent répondre à la plupart des besoins sur notre territoire. Et donc là, on va vraiment constituer une équipe. On va prendre en charge tous les frais de développement, on va opérer directement. Et donc, l'idée, c'est de créer une start-up qui aura donc les premiers key people, un dirigeant, les ingénieurs aussi qui auront participé au développement, qui pourront basculer dans la future start-up. Et ensuite, on opère aussi un contrat, on met en place un contrat d'exploitation des résultats de tous les développements vers la société. Et l'on peut également prendre du capital et être actionnaire de ces startups pour pouvoir les accompagner par la suite. Donc voilà les deux grandes modalités d'intervention. On a donc la troisième aussi dont je vous parlais, qui est un service d'incubation où on a un système d'avance remboursable. On opère aussi différentes aides de l'État comme les BFT Lab qui permettent de financer en anté-création les dirigeants, les futurs dirigeants, les CEO ou les CTO de start-up pour préconfigurer la future start-up. On opère également quelques stratégies nationales d'accélération. Donc, vous savez que l'État a défini 18 grandes thématiques prioritaires. Dedans, il y a l'intelligence artificielle, notamment, il y a le quantique, voilà. Il y a 18 domaines et on opère effectivement 4 de ces filiales, enfin de ces filières, pardon, de ces stratégies qui permettent également de dérisquer et de cofinancer les programmes de R&D que l'on lance. Donc peut-être pour terminer quelques chiffres globaux, peut-être slide suivante. Dans les chiffres, voilà, donc on existe depuis une douzaine d'années.
On travaille donc avec 160 laboratoires de recherche sur notre territoire. On a créé 150 et contribué à créer et accompagner 150 startups. On a financé plus de 200 programmes d'innovation, ce qui fait un investissement global de 85 millions d'euros. Et là, on ne compte pas les co-investissements avec les partenaires qui ont également co-investi avec nous dans certains programmes. On gère plus de 200 actifs de propriété intellectuelle de type brevet, donc ce qui fait effectivement à peu près 420 familles et à peu près 2000 brevets au niveau national. Et puis, voilà, on a contribué, la valorisation des startups qu'on a contribué à créer s'élève à peu près à 80 millions d'euros aujourd'hui. Si on est à l'échelle du réseau SAT, si on parle donc des 13 SAT, si on fait un petit bilan sur les 10 dernières années, c'était près de 20 000 projets innovants qui ont été détectés, plus de 4 000 brevets prioritaires qui ont été déposés, plus de 2000 contrats d'exploitation et de transfert de technologie qui ont été opérés. Il y a eu 900 startups qui ont été créées et startups qui ont été valorisées selon les derniers tours de table à 4 milliards d'euros fin 2024. Voilà en quelques mots l'activité de la SAT. Donc notre mission, vous l'avez compris, c'est vraiment de favoriser le matching et la collaboration entre la recherche publique et le monde économique, et également de financer des programmes d'innovation, de dérisquer avec les entreprises les investissements à faire pour pouvoir transformer une invention en un produit exploitable, et également de contribuer à la création de pépites, de start-up, et notamment vous en avez deux qui vont se présenter, qui vont donc bénéficier d'un programme de maturation, et donc qui sont issus, alors dans le premier cas, d'une rencontre entre un entrepreneur aguerri et expérimenté avec un chercheur en mathématiques qui a inventé une nouvelle approche pour faire de l'intelligence artificielle, ou bien également de Karim, qui se présentera ensuite, qui a travaillé au Centre spatial universitaire piloté par l'Université de Montpellier, et qui a inventé aussi une nouvelle approche pour pouvoir faire de la télécommunication satellitaire pour couvrir les zones blanches. Et donc, ces deux projets ont bénéficié d'un programme de maturation, et donc on les accompagne et on continue de les accompagner. Nous sommes actionnaires de ces deux sociétés. Et donc voilà, donc j'ai le plaisir de laisser la parole à Alain puis à Karim, qui vont vous parler plus précisément de leur offre et de l'innovation qu'ils proposent. Peut-être Alain, c'est toi, je crois, qui… Oui, bonjour. Donc, je suis Alain Fanet. Alors, attendez, je règle le petit paramètre. Voilà. Donc, je suis Alain Fanet, oui, cofondateur et CEO donc, de la société Bonsaï. Et comme Laurent a dit, je ne suis pas l'inventeur du tout de ce que je vais vous présenter, mais je me suis associé avec justement l'inventeur qui vient de l'Université de mathématiques de Montpellier. Et je vous propose un petit peu donc de découvrir Bonsaï par sa petite histoire. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. En fait, il y a 5 ans, nous avons en effet fait une découverte mathématique, simple, mais relativement puissante, puisqu'elle touchait une nouvelle façon, en effet, d'apprendre, donc sur le moteur d'apprentissage. Elle nous a montré, en effet, qu'une autre IA était clairement possible, et que cette IA, en fait, doit se différencier par rapport à ce qu'on connaît par le simple fait qu'elle n'a pas de modèle. Donc, c'est une IA sans modèle, pré-entraînée. En fait, c'est une IA qui crée directement, en fin de compte, ces modèles à partir des interactions réelles du terrain et de l'environnement. Donc, une IA, je dirais, presque, on va dire, vivante, si j'ose dire. Alors, ce qu'on a réussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est un choix de ne pas suivre la voie du cloud,
ne pas faire un petit peu comme tout le monde. Et nous avons décidé, en fin de compte, de construire une IA native. Alors, ce qu'on appelle une IA native, c'est qu'elle est entièrement autonome, elle est au cœur même du produit embarqué dans une solution, je dirais, autonome, donc encore une fois locale, et capable de restituer des résultats instantanés. C'est une IA, celle de Bonsaï, qui explore le monde à travers les sons, et même, comme vous allez le voir, au-delà. Très vite, ça a été la deuxième, troisième étape, on nous a dit cette approche peut changer l'industrie. Et la raison, c'est parce que toutes les machines du monde parlent, elles émettent des sons. Et que ceux qui les écoutent, en fait, sont les professionnels de l'industrie, c'est-à-dire essentiellement les opérationnels, et ceux-là partent malheureusement avec ce savoir-faire. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui de transférer ce savoir-faire, en tout cas jusqu'à présent. Alors nous sommes donc allés en effet dans les usines, essentiellement des tier 1, c'est-à-dire Renault, pour ne pas le citer, entre autres, pour une bonne raison, c'est que ces grands groupes ont travaillé sur l'IA depuis 4 ans et n'ont jamais vraiment réussi à faire fonctionner l'IA en production. Alors, nous avons clairement vu, là, dans le domaine de la production, un jeu parfait pour notre IA. Nous avons en effet constaté des machines critiques, des lignes qui tournent jour et nuit. Et là, notre technologie, en fait, a fait ce qu'aucune autre IA ne pouvait faire à cette époque, c'est-à-dire 2022. Elle s'est adaptée à la machine, à son environnement et à l'opérateur. Elle a détecté des anomalies, prédit de l'usure d'outils, des pannes machines, et nous en avons donc décidé de faire un produit IDTech 5.0 commercialisé à ce jour. Alors aujourd'hui, la société va ouvrir son capital. Bonsaï, en fin de compte, a la technologie, le produit, les preuves, les premiers clients. Et maintenant, nous voulons vraiment aller plus vite, beaucoup plus vite. Et je vais vous montrer en effet ce que nous faisons réellement. En fait, c'est très simple. Nous exploitons 5 à 10 fois plus d'informations que l'image en écoutant les machines. Nous analysons en fin de compte les dérives potentielles sur le terrain, bien sûr, mais aussi dans le son. Et IDTech corrige le modèle sans jamais arrêter la production en temps réel. Les opérateurs sont au centre de l'apprentissage et l'industrie devient donc plus prévisible, mais surtout plus humaine. Voici donc la solution IDTech 5.0. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vraiment aller dans le détail, mais c'est un ensemble d'agents spécialisés, capture les sons, apprend la machine, comprend les comportements et détecte la moindre dérive avant qu'elle n'ait un impact directement sur la production. C'est une IA comme elle aurait toujours dû être, industrielle, naturelle, locale et en fait instantanée. Mais voyez ce que ça donne dans la vraie vie. Alors normalement, il y a quelqu'un qui parle derrière, Renaud. Je vais le faire parce que le son est coupé et je vais commenter en effet cette vidéo. Donc, en 2022, le Renault a choisi de développer un prototype industriel avec Bonsaï en exploitant le son sur cette machine en effet d'emmanchement qui est un problème de contrôle de qualité sur en effet les essieux, pratiquement tous les essieux qui sont fabriqués ici. Il y en a plus de 450 000 par an fabriqués sur tous les modèles des voitures Renault. La machine a été, on a installé en effet 2 micros sur la machine d'emmanchement, 2 simples micros, et on a enregistré en effet à peu près une cinquantaine d'échantillons, dont 5 anomalies pour échantillons pour chaque anomalie. Et nous avons en effet obtenu relativement dans la semaine une performance qui était de l'ordre de 98% et 0 faute négative, c'est-à-dire être capable de détecter toutes les erreurs. Cette machine, en fin de compte, nous a permis également de mettre en place une interface pour les opérateurs et de détecter en effet les anomalies dites critiques, ça nécessite d'arrêter la machine et de faire intervenir les opérateurs sur le sujet. En fait, Renault est intéressé par notre approche pour 2 raisons. La première, c'est Adaptive Learning qui permet en effet justement de créer le MLOps à l'intérieur même d'une solution Edge sans remonter tout ça sur le cloud et de s'adapter en temps réel aux évolutions. Et la dernière, c'est le multi-agent qui permet de faire de la maintenance prédictive, du contrôle qualité et de l'analyse d'usure d'outils, tout ça en parallèle sur la même solution.
Alors, IDTech 5.0 est aujourd'hui est en production sur des machines, donc encore une fois en usine, et tourne 24/24, 7/7. Alors, en quelques mois, on a pu constater, démontrer moins d'arrêts, moins de rebut, une qualité clairement stabilisée et surtout un ROI, un retour d'investissement qui a adressé tout de suite à l'opérationnel en moins de 6 mois. Et plus important encore, ça marche sur pratiquement toutes les machines. En fait, c'est une solution profondément alignée avec les enjeux de notre époque. Donc, imaginez des millions de machines à travers le monde, un langage universel qui est l'acoustique, le son, une technologie prête, la vision, on l'a, la rupture, on l'a, les premiers clients sont présents. Et aujourd'hui, malgré une conjoncture quand même relativement difficile, puisqu'on parle de l'automobile, disons-le aussi, une frilosité des investisseurs pour l'industrie, nous cherchons le partenaire financier qui nous aidera sûrement d'ailleurs à capturer des marchés encore plus vastes. Prochain arrêt, la mobilité, donc embarquée dans des véhicules professionnels. Merci pour votre écoute. Je suis prêt, bien entendu, pour toute question si vous en avez. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation fort intéressante. N'hésitez pas à poser des questions, notamment par écrit, ou sinon vous levez la main, chers auditeurs, à Alain Fanet. On va passer maintenant à la présentation de IoT avec Karim Rami. Je vous rappelle le concept. Karim, je vous désigne présentateur si vous le voulez bien. Mais c'est vrai que oui, non, pardon, il y avait une petite question. Oui, il y avait une petite question, pardon, pour Alain. Oui, une petite question directe, Alain, avant de passer à la table ronde, si vous le voulez bien. Oui. Okay. Alors, votre technologie est née, donc on l'a bien compris, d'une recherche académique en IA appliquée à l'industrie. On a vu qu'elle est actuellement chez Renault. Qu'est-ce qui a été le plus complexe dans la transition entre la théorie et la réalité des usines? Alors, je vais être très clair. La barrière d'adoption, si je dois le résumer, la barrière d'adoption par les opérationnels de l'IA sur la promesse des premières générations, je dirais, d'IA. Vous avez compris, on est dans la 3e génération. C'est ce qu'on appelle les IA natives, celles qui sont autonomes. Les IA de première génération, celles qui, en fin de compte, déposent simplement un modèle sur le terrain, ont été confrontées à la barrière et le mur de la reproductibilité, due aux variations sur le terrain. Et 95% des projets qui ont été développés sont restés sur la promesse, sur ce qu'il appelle les POC. Pratiquement aucun projet que nous avons pu constater n'a pu se déployer en production. Ça a été la première barrière. Personne ne nous a cru. Les opérationnels étaient fatigués de ce genre de problème. Et pas uniquement les opérationnels d'ailleurs, puisque la deuxième difficulté qu'on a eu pour passer à l'échelle de la réalité, c'était de convaincre nos investisseurs sur cette invention technologique de venir nous aider, en fin de compte, et développer notre produit. Ceux-ci avaient déjà des cadavres dans leur tiroir de par la première génération, et la plupart, en fin de compte, ont été très frileux de venir sur cette promesse. Donc, il nous a fallu choisir, le décideur, c'est-à-dire essentiellement l'opérationnel, et pas les 4 à 5 décideurs qui doivent aujourd'hui décider d'une infrastructure d'IA. Et 2, il nous a fallu, je dirais, aller tout au bout du process, c'est-à-dire démontrer un retour d'investissement sur un cas réel d'application, c'est-à-dire franchir le POC et d'aller en effet en production. C'est ce que nous avons fait sur nos propres fonds et avec l'aide de l'État et le BPI, la SAT accélère. Nous avons pu réussir à démontrer en effet un retour d'investissement en moins de 6 mois. Et seulement lorsque l'opérationnel a été convaincu, on a eu nos premières commandes venant directement des usines. Et c'est à partir de là qu'IDTech 5.0 est né et qu'on a pu en effet vraiment faire, je dirais aujourd'hui, être à ce point d'inflexion. Mais voilà, je vous parle des problèmes macro. Les problèmes maintenant, je dirais, tactiques sur le terrain ont été multiples. Évidemment, bien définir en effet le périmètre de l'invention pour éviter une promesse qui ne sera jamais atteinte, mais qui doit s'insérer dans une demande. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en termes d'évolution vers les IA, on arrête de promettre le monde, l'avenir, le tout. On essaye de répondre à des demandes concrètes. Et c'est ce qu'a fait Bonsaï depuis le début. Donc, bien définir en effet cette invention, lui laisser ton périmètre
adapter les expectations des deux côtés, de l'inventeur vers l'usine, et ensuite faire adhérer les opérationnels qui vous consacrent très très peu de temps, essentiellement quand vous êtes obligé de travailler en production. Vous ne pouvez pas les déranger et vous devez travailler à leur rythme, mais pas à votre rythme. Voilà un peu les obstacles, je dirais, globaux que nous avons dû franchir pour être à ce jour, je dirais, capable d'introduire nos produits dans les usines. J'ai une dernière petite question, Alain, mais est-ce que vous pourriez, je vous ai fait une demande d'allumer votre caméra. Est-ce que vous pourriez allumer votre caméra, puisque vous êtes en train de répondre à ces questions, Pardon. Alain? Juste avant qu'on passe, voilà, c'est parfait. Une dernière petite question, si vous le voulez bien, avant qu'on passe à Karim. Donc l'industrie 5.0 donc met l'humain au centre, hein, et c'est tant mieux. Et comment votre innovation illustre-t-elle cette évolution et quels bénéfices concrets cela apporte aux opérateurs de cette industrie? Comme on apprend tout en local, on est dans le temps réel. Ça veut dire qu'on est capable, en fin de compte, quelque part, de faire intervenir et de montrer aux opérateurs, je dirais, leur impact directement sur l'IA. C'est-à-dire qu'on est presque dans du gaming, la gamification, si je veux dire, de l'IA. C'est-à-dire que les opérateurs, en fin de compte, se voient valorisés par le simple fait qu'ils sont capables de corriger l'IA lorsqu'elle se trompe. Ça, c'est la première des choses. Une valorisation du savoir-faire des sachants sur le terrain. Et donc, en gros, voilà, ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'on apprend de très peu d'informations. Donc, au lieu de faire une moyenne de l'ensemble, je dirais, des opérateurs ou des machines, etc., qui vous moyennisent, je dirais, un petit peu les critères de qualité, on est capable d'apprendre du meilleur ou de l'excellence du meilleur des opérateurs et de pouvoir transférer, grâce en fait à la capture et à la création de modèles qui correspondent à sa connaissance, transférer cette connaissance aux autres opérateurs par l'intermédiaire de l'IA. Donc, on fait du transfert de connaissances et qui permet de remonter le niveau, je dirais, de l'ensemble des opérateurs au niveau le plus haut. Et ce qui, bien entendu, intéresse je dirais, les administrateurs dans une usine pour pouvoir être capable, en effet, justement, de gérer leur turnover je dirais, d'employés. Donc voilà, c'est un petit peu, je dirais, les deux choses, c'est-à-dire redonner la motivation aux opérateurs d'impacter clairement la performance des usines. Super, hein, en tout cas, une belle réponse à ceux qui disent que l'IA va supprimer des emplois. C'est vraiment l'opérateur et l'humain augmenté. Merci beaucoup pour cette réponse. Je me permets, pour la petite histoire, quand on a installé la première fois notre système en effet sur une machine, on a démontré qu'on augmentait en effet la durée de vie des outils d'un facteur 3. Mais on n'osait pas le mettre en production parce que, comme tout le monde, on n'était pas tout à fait sûr qu'on était capable de reproduire ce résultat-là. Alors, on avait déconnecté en effet le système. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, le soir même, un opérateur qui avait vu que l'IA était capable d'augmenter en effet de x3, en effet, la durée de vie des outils, a poussé le système qui était actuel, qui était à ce moment-là, a poussé d'un facteur 2 l'ensemble des cycles de production pour que dans son cycle, c'est-à-dire les 3-8, dans son cycle, en effet, où il intervenait, il pouvait montrer une productivité bien meilleure que tout le monde. Donc, vous voyez, typiquement, la motivation, c'est de pouvoir, je dirais, renforcer, valoriser leur savoir-faire. Ok, une belle émulation. Merci beaucoup pour ce retour, Alain. Alors, on passe la parole et le mode présentateur à Karim Rami, CEO de donc IoT, issu de la recherche publique également et accompagné par la SAT. Karim, est-ce que vous voulez bien donc allumer peut-être votre caméra si vous voulez, et puis aussi on voit bien votre présentation. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Alors, ma caméra. On voit l'historique. Oui, merci. Parfait. Allez, très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Karim Rami. Donc, je suis le président de la société IoT. Donc, IoT, une société qui est née en 2018 à la suite d'une maturation SATT et qui développe des solutions satellites. Je vais rentrer plus dans le détail.
Pourquoi des solutions satellites? Afin de couvrir les zones blanches, les zones isolées sur Terre. Donc, je vais faire un petit historique voilà, pour expliquer l'histoire d'IoT. On a commencé une maturation en 2016, donc à la suite de travaux sur des nanosatellites avec le Centre spatial universitaire. De là, un projet de maturation sur le développement de nanosatellites en 2016. Ensuite, une création de la boîte en 2018. Un petit pivot parce que à cette époque, le nanosatellite n'était pas encore bien mature au niveau marché privé. Et donc, une spécialisation sur la partie segment sol. Alors, quand je dis segment sol, c'est des produits au sol qui vont communiquer en lien direct avec les satellites. Suite à la création et la maturation, on a été lauréat iLab 2019. On a pu lever des fonds auprès d'investisseurs, de business angels, d'investisseurs de venture capital. Et on a levé un total de 750 000 € avec le statut GEI. Donc, ce qui montre quand même que cette maturation nous a vraiment permis de maturer le projet, de le rendre entre guillemets sexy et d'avoir une vision qui soit attractive pour les investisseurs. Par la suite, en 2022, on a eu le Covid entre-temps, donc on a dû refaire une autre levée de fonds en 2022 auprès d'autres investisseurs et on a pu développer notre solution souveraine, souveraine, avec une solution qui communique directement par satellite et qui permet d'avoir une couverture globale. Donc, la mission principale d'IoT aujourd'hui, c'était de garantir une connectivité permanente. Pourquoi une connectivité permanente? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 80% de la planète qui est en zone blanche, jusqu'à ce jour. Zone blanche, c'est une zone sans couverture réseau cellulaire. Donc, dans ces 80%, on va dire qu'il y a 70% qui représentent les mers et les océans et 10% qui va représenter des continents émergents comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, etc. Et l'idée, c'était de garantir une communication qui soit continue, permanente, worldwide, c'est-à-dire partout dans le monde, et qui permette de sécuriser l'accès aux données stratégiques pour les États, dans différents marchés. La solution, je vais vous expliquer la solution de bout en bout, sans rentrer principalement dans le technique. Aujourd'hui, comme je vous disais, il y a 80% de la planète qui est en zone blanche. IoT a voulu développer des produits qui permettent de communiquer partout dans le monde. Donc, pour communiquer partout dans le monde, il faut avoir une connexion satellitaire. Donc, l'idée, c'était de proposer des produits, des objets connectés, qui puissent communiquer par voie satellitaire, donc avec des satellites qui sont en orbite à 500 km, tout en étant à faible consommation et à faible coût, et de pouvoir renvoyer ces informations, quel que soit le lieu, sur un centre de contrôle, etc. Donc de là, nous avons développé deux gammes de produits, donc des produits qui communiquent en lien direct par le satellite et des concentrateurs qui, eux, vont récolter une multitude de données centralisées vers ce concentrateur et qui est renvoyé directement vers le satellite. Donc l'idée principale, c'était de démocratiser les solutions satellites qui, jusqu'à présent, étaient des solutions excessivement chères, adaptées à certains comptes privés à fort coût. Donc, le but, c'était de proposer une solution, entre guillemets, low cost, accessible à tous et qui permet de communiquer n'importe où sur la planète. Donc, vous allez me dire quels étaient les marchés dans les zones blanches. Et bien, dans les zones blanches, il y a, par exemple, en Afrique, le marché de la mine, donc des ressources naturelles, la mine d'or, mine d'argent, manganèse, etc. Énormément d'acteurs européens, américains sont basés, où ils font l'exploitation des mines. On a aussi dans le milieu des mers et des océans, le milieu du transport, transport maritime, aérien, terrestre, ou qui nous permet, la solution satellite, d'avoir une permanence de service et d'être prévenu à n'importe quel moment.
Et on a le milieu de l'environnement, l'environnement et l'armée, qui sont aussi des enjeux stratégiques pour les États. Donc, les principales applications, ben, c'est des applications standards hein, de l'IoT, principalement beaucoup de sécurité et traçabilité, notamment dans le milieu militaire, pour la sécurité du personnel, du géofencing, du tracking de personnel et de biens. On a tout ce qui est automatisation, avec de la maintenance prédictive, de la gestion à distance, de la détection d'anomalies, et tout ce qui est environnement, hein, aujourd'hui de plus en plus, pour pouvoir monitorer, surveiller ben, les niveaux de nappe phréatique, les détections d'alerte, les sols, etc. Donc, grâce à nos solutions, les personnes peuvent aller installer un produit n'importe où sur la planète et le contrôler à distance sans avoir à aller faire des allers-retours en plein milieu de désert ou de zones isolées, donc permettant la sécurité du personnel et les alertes en cas de panne ou de détérioration. Les marchés, aujourd'hui dans ces zones, comme je vous disais, bon, c'est plutôt les marchés de la mine, de la défense, de l'oil and gas, du transport. Donc on a plusieurs marchés divers et variés. Bon, aujourd'hui, avec l'expérience, on commence à se verticaliser dans le domaine des utilities, donc de l'environnement, etc., avec des exemples de cas d'usage aujourd'hui que l'on a fait. Donc récemment, on a gagné un projet France 2030 l'année dernière, où on va équiper 7000 citernes. Alors les citernes DFCI, donc c'est des citernes que vous avez dû voir, qui sont dans la région, dans les garrigues ou dans les forêts. Donc c'est des citernes qui sont remplies d'eau et qui permettent aux pompiers d'avoir une réserve d'eau en cas de feu de forêt. Donc, on en a 15 000 on en a plus de 15 000 en zone blanche actuellement. Et aujourd'hui, ces citernes étaient contrôlées par les gardes forestiers ou les chasseurs qui contrôlaient le niveau d'eau et qui contrôlaient aussi si elles étaient pleines ou vides. Eh bien, on va digitaliser tout ça en proposant notre solution satellite qui va monitorer le niveau d'eau, alerter en cas de fuite et permettre aux pompiers d'avoir une cartographie de toutes les citernes, de savoir celles qui sont vides, pleines ou moyennement pleines, et de pouvoir les remplir et envoyer les pompiers directement vers les citernes remplies d'eau. Donc ça, c'est un projet qu'on a eu l'année dernière, que l'on va déployer l'année prochaine, mais qu'on va livrer avant la fin de l'année. On a un autre cas d'usage, forcément avec le commissaire des armées, où on a équipé des conteneurs militaires qui s'étaient réfrigérés. Et donc, grâce à notre solution, ça leur a permis de suivre en temps réel le matériel stratégique en interne. Alors, bon, on peut avoir de la nourriture, des armes et des corps. Et donc, ça nous permet de suivre en continu ces conteneurs et d'avoir différents éléments sur la vibration, la traçabilité, les moteurs, la durée de vie des moteurs, les auraméteurs. Bon, plusieurs paramètres sont remontés et ça permet aux armées de suivre leurs conteneurs en temps réel n'importe où sur la planète. Et sur le côté environnement, on travaille également avec le BRGM, donc toujours principalement avec l'État, d'accord, sur des projets là de monitoring de nappes phréatiques qui sont contrôlés régulièrement via des piézomètres. Donc ça nous permet de contrôler les nappes phréatiques qui sont dans des zones un peu isolées sur la planète, en France et également sur toute la planète, et ça leur permet d'avoir tout un suivi en temps réel et sans envoyer les personnes dans des zones isolées et des zones à risque. Donc voilà, pareil, 1500 piézomètres à équiper dans les années futures. Donc, faut savoir que IoT, ça a c'est spécifié sur une solution souveraine, donc utilisant une constellation française. Alors, pourquoi souveraineté par rapport à la situation géopolitique
Donc, on a remarqué qu'il était important aujourd'hui pour les services de l'État d'avoir des solutions satellites souverains et privés. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Karim pour cette présentation. Restez connectés, restez surtout avec votre caméra allumée si vous voulez bien. On va vous poser une ou deux questions directes. Donc vous avez choisi, on l'a compris, hein, de travailler sur les zones blanches, hein, sur la connectivité dans des zones où tout semble impossible, où il n'y a pas de connectivité a priori. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi qui semble complexe et pourquoi avez-vous sollicité la recherche et comment la recherche publique notamment a permis d'y parvenir? Alors, pourquoi les zones blanches? Comme je vous le disais, personnellement, je suis issu de l'IoT, donc je travaillais dans une société qui faisait du metering, donc des compteurs connectés. On avait déployé plus de 10 millions de compteurs dans le monde. Et forcément, avec cette expérience, on avait remarqué que dans certaines zones, la connectivité n'existait pas et n'était pas possible. Et de ce fait, après cette expérience, en analysant quelle était la couverture de zones blanches, on remarque bien qu'il y en a 80%. Et l'analyse a montré que dans ces zones blanches, il y a des marchés qui sont porteurs, notamment le marché de la mine, de l'oil and gas et du transport maritime. Donc, on s'est dit quels étaient les moyens de communication. Le seul moyen était le satellite. Et avec l'arrivée des nouvelles du New Space, avec les nouvelles constellations satellites en orbite basse, on a pu découvrir de nouvelles technologies et des solutions qui permettaient de communiquer avec ces satellites en orbite basse. Et de là, on a pris l'initiative de se lancer dans ce marché et d'essayer de travailler sur des objets connectés communiquant par satellite. D'accord, ok, merci. Et économiquement, justement, cette communication par satellite en orbite basse, donc c'est compétitif. Oui, alors aujourd'hui, oui, c'est extrêmement compétitif. Alors aujourd'hui, on peut être sur des communications d'1 euro par mois et par capteur pour une communication une fois par jour par satellite. Donc, dernière question avant de passer à la table ronde avec les trois CEO. Comment votre approche, donc vous avez parlé hein, des enjeux de souveraineté, souveraineté numérique, souveraineté technologique notamment, et voilà, comment votre approche illustre cette capacité de la deep tech, hein, vous êtes complètement dans la deep tech, à répondre à ces enjeux mondiaux comme effectivement la souveraineté technologique, mais aussi la durabilité et le respect de l'environnement. Alors, la souveraineté, elle est arrivée avec la situation actuelle. Donc, premièrement, après le Covid. Après le Covid, on s'est retrouvé en manque de masques, etc. Donc, on a vu le manquement, notamment sur la fabrication des masques. Et arrivé après la situation géopolitique, notamment la guerre en Ukraine, qui a imposé, notamment sur le côté satellitaire, d'avoir des solutions souveraines. Pourquoi dans le côté satellitaire? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a un réseau satellitaire, dans l'espace, il n'y a pas de frontières. Donc, lorsque le réseau satellitaire est opérationnel, on couvre toute la planète. Donc, on est entre guillemets maître du monde au niveau communication et on n'a aucune frontière qui nous dit qu'on peut communiquer là. Donc voilà. Et de ce fait, on s'est rendu compte que, notamment dans les services militaires, dans notre service, que tout le monde, par exemple, utilisait le GPS, qui est une solution américaine, et que si demain il se passait quelque chose entre l'Europe et les États-Unis, si les Américains voulaient mettre off au GPS, on n'aurait plus de moyens de géolocalisation. Et également sur d'autres solutions, parce qu'on utilisait également beaucoup les solutions Iridium qui étaient américaines. Et petit à petit, il a été l'enjeu principalement du ministère des Armées, c'était de créer une constellation française dédiée aux services militaires. De là, ils ont investi pour avoir des solutions françaises et ensuite à entraîner, notamment sur les grands comptes français,
des besoins avec une obligation d'utiliser des réseaux satellites français. Merci. Merci beaucoup, Karim. On va peut-être maintenant passer à la table ronde. On va appeler donc Laurent Fournery et Laurent Joffre, hein, qui peuvent peut-être allumer leur caméra, s'ils sont là. Super, merci d'être présent. Alors, peut-être une petite question aussi à Laurent Fournery que je n'ai pas posée juste après votre présentation fort intéressante pour la SAT. Quels sont, à votre avis, les facteurs les plus fréquents qui expliquent qu'un projet prometteur ne parvienne pas à se transformer en succès industriel et reste dans le labo de recherche? Alors, c'est un vaste sujet. Il y a évidemment, je pense, pas mal de raisons et tout dépend du cycle, où on en est du cycle de développement. Si on est très amont ou plutôt sur l'aval. Donc, nous, on intervient, donc je vais peut-être focuser plus sur les projets sur lesquels on intervient directement, qui sont effectivement des projets très amont. Il faut savoir que la création des SAT a vraiment été faite parce qu'il y avait une frilosité de la part des investisseurs privés pour investir dans des projets très amont, très early stage, comme on dit, dans la deep tech. C'est pour ça que du coup, l'État s'est un petit peu substitué à l'investissement privé qu'on peut trouver dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays, où il y a une appétence à prendre des risques sur des choses très innovantes. Mais malgré tout, effectivement, pourquoi c'est risqué? Tout d'abord, il y a les questions technologiques. Quand on est très innovant, quand on a des technos de rupture, ou même incrémentales parfois, on peut avoir des problèmes de verrou, de scalabilité. Passer de la paillasse du laboratoire à un processus industriel, il y a évidemment un monde entre les deux. On peut fabriquer un nouveau matériau et ça marche très bien, il a d'excellentes propriétés quand il est fabriqué à l'échelle du laboratoire. Et quand on le met en place dans des productions de masse industrielle, on peut avoir une baisse de performance. Et donc, cette scalabilité, je dirais, est un enjeu et c'est ce que l'on finance essentiellement dans le programme de maturation. On part d'une preuve de concept laboratoire et on vérifie qu'on peut l'amener à un TRL, c'est l'échelle de maturité des projets au niveau technologique plus élevé. On peut avoir des problèmes de reproductibilité, de fiabilité, ça a été dit, c'est dans tous les domaines. Alors évidemment, après, ça dépend des domaines. Quand on est dans le médicament, nous, on va financer les premières phases pour démontrer l'efficacité de la molécule, par exemple, et la non-toxicité sur des modèles animaux, donc en préclinique. Mais ensuite, il y a des années et de lourds investissements pour arriver jusqu'à un produit, jusqu'à un médicament vendu en pharmacie. Et puis, selon les domaines, effectivement, il y a plusieurs... il y a des choses très spécifiques. Mais de manière générale, je pense qu'il y a un point qu'on soulève moins souvent, c'est le problème humain, je dirais, c'est les cloisonnements. Moi, j'ai toujours remarqué depuis que j'ai commencé le monde du travail que vraiment, il y avait beaucoup de cloisonnements, ça je pense que c'est typiquement français, des cloisonnements entre les gens qui ont fait des études scientifiques, il y a des gens qui ont fait des études dans le domaine du commerce, entre les gens, entre le public, le privé, entre Paris, la province. Et donc, on a des schémas mentaux. Et parfois, c'est difficile de réunir les esprits ou les univers de chacun vers un projet, un objectif commun, parce que la manière de penser et la manière de voir les choses est différente. Nous, dans notre métier, on a des chercheurs qui ont décidé de faire de la recherche publique et donc de faire de la diffusion de la connaissance libre et gratuite auprès de l'humanité. Quand on fait de la valorisation et qu'on privatise finalement une invention pour la transférer vers une entreprise et avoir un monopole d'exploitation, on est aussi dans des univers qui sont différents. Donc, il faut pouvoir concilier les envies de chacun. Et puis également, pour fabriquer un produit, il faut maîtriser toutes les composantes qui font le succès d'une innovation, qui sont à la fois techniques, business, marketing, modèle économique, etc. Et donc, tout ça se répond et effectivement, ça va à l'encontre de ce cloisonnement, je dirais, des esprits. Et évidemment, je suis obligé de parler du problème principal, évidemment, qui est le financement et la continuité de financement. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu désolant parfois de voir qu'on a de super projets
des super innovations qui malheureusement ne trouvent pas toujours à convaincre les investisseurs. On manque de marge de manœuvre en France sur l'investissement dans l'innovation, malgré une volonté politique, malgré le crédit d'impôt recherche, qui est quand même un outil assez spécifique en France. Mais il n'empêche que nos PME, de manière générale, n'ont pas énormément de marge de manœuvre pour pouvoir financer de l'innovation, et a fortiori de l'innovation un peu plus risquée, un peu plus deep tech, je dirais, et ceux ont tendance à se focuser davantage sur leur cœur de métier. Et puis, concernant les startups, ben voilà, tout le monde sait, je pense, ici, que voilà, c'est un petit peu tendu en ce moment, là, depuis quelques années, que les financements auprès des investisseurs, bah, c'est de plus en plus difficile. C'était déjà pas facile hein, dans les années avant, il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, mais là, le monde de l'investissement a changé aussi. Les critères sont un peu différents. Et donc, voilà, alors, ça fait partie vraiment bon, bah, des points majeurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des choses très spécifiques. Par exemple, parfois, c'est tout bête, hein, quand on est dans les dispositifs médicaux, par exemple, les changements de réglementation qui se durcissent aussi font qu'on a des startups aujourd'hui qui peuvent se retrouver en difficulté parce que ça bouchonne pour obtenir les certifications auprès des organismes qui certifient, etc. Et donc, il y a des délais qui s'allongent, etc., etc. Donc voilà, c'est très, très multiple. Mais voilà, là, j'ai essayé de balayer quelques… Ok, merci pour cet éclairage. On va passer peut-être aux questions générales. Donc, Karim, Alain et Laurent Joffre, n'hésitez pas à rebondir sur ces questions un peu générales, mais Laurent aussi, Laurent Fournery, ou à moins d'ailleurs, à moins que Karim, Alain et Laurent, vous vouliez peut-être rebondir sur ce que Laurent Fournery vient de dire. Je pense que Laurent a bien décrit en effet le contexte, je dirais, macroscopique un petit peu, je dirais, du passage de l'innovation d'un projet vers, je dirais, une commercialisation potentielle et un succès. Par contre, moi, je voudrais donner en effet une vue très comptable. Je pense qu'on oublie souvent que tôt ou tard, pour qu'il y ait un succès commercial, il y a un acheteur qui dit oui et qui, je dirais, en effet, envoie une commande. Et je pense que le problème en effet des technologies aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression de confondre les coûts de développement avec les coûts d'exploitation. Si bien que pour les coûts de développement, il n'y a pas de problème, il y a des milliards de dollars, d'euros qui s'investissent en effet sur des promesses. Et c'est là où, en effet, quelque part, le piège se tend. On va avec quelque chose qui doit, en effet, bien entendu, répondre à beaucoup de cas d'usage. Et lorsqu'on se confronte à la réalité, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le champ des contraintes nous ramène pour pouvoir tenir justement dans le temps, je dirais, des promesses en traduction concrète de retour d'investissement, avoir des coûts d'exploitation qui sont énormes. Et c'était le cas de la première génération d'IA et la deuxième d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on oublie un peu ces coûts d'exploitation, de mise à jour de modèles, si bien que la personne qui achète cette technologie, qui fait en fait le succès commercial, n'est incapable de retrouver son retour d'investissement rapide. Donc, je pense qu'il est très important, très tôt, dans le processus en effet d'innovation, de pouvoir parler, je dirais, de ce concept bête et méchant de pricing et surtout, quelque part, de combien ça va coûter d'exploiter et de tenir en effet la promesse pour avoir en effet une fonctionnalité concrète. Et ça, moi je l'ai remarqué, alors c'est une vue très comptable, je suis d'accord avec vous, mais on l'a remarqué en effet carrément devant la barrière qu'on a eue dans l'IA, c'est que si vous n'êtes pas capable d'articuler clairement et de réduire surtout ces coûts d'exploitation, en fait, le vrai point, c'est pas de diminuer les coûts de développement, c'est de réduire les coûts d'exploitation en fin de compte pour que ça rentre dans les marges de votre client et que le client fait des profits tous les ans ou en utilisant notre produit. Voilà. Et ça, c'est pas, en France, on a du mal à le faire parce qu'on n'a pas vraiment cette logique de finalité. Merci, merci Alain pour cette question. Est-ce que je vais vous demander de parler peut-être un petit peu plus fort, hein, parce que moi j'ai du mal à vous entendre. Je ne sais pas si c'est que moi. Mais… Donc voilà. Alors une question peut-être générique, peut-être que Karim ou Laurent Joffre, vous allez peut-être rebondir dessus. Quel est ou quels sont les freins majeurs que vous avez rencontrés dans votre expérience d'entrepreneur justement pour transformer une innovation scientifique, donc issue du labo comme Karim ou pas,
en succès commercial? Quel est le frein majeur? Quels sont les freins majeurs que vous avez rencontrés, Karim ou Laurent? Alors, moi, je vais répondre aussi un peu en fonction de nos marchés, de nos premiers marchés, c'est-à-dire essentiellement les marchés publics. Le frein majeur, ça a été le délai de temps. Et la manière dont peut se positionner une petite société au regard de certains marchés publics et du délai que peuvent prendre, enfin du temps que peut prendre la mise sur le marché d'un produit. Petite société, on développe un produit relativement simple, ça peut aller relativement vite. On travaille avec des sous-traitants qui sont aussi en général des TPE, des PME. On a des délais très courts et bien sûr, comme toute petite société, on est extrêmement soumis aux problématiques de cash. Et puis en face, on a des entités qui sont des collectivités locales, plus ou moins grosses, qui ont des temps de décision qui sont absolument pas les mêmes que celles d'une petite société, qui nous donnent une visibilité qui est souvent extrêmement réduite par rapport à nos besoins. Et c'est un des plus gros des plus gros risques ou des plus grosses difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, je vous parle du public, je vous parle d'un cas un petit peu extrême, mais je pense que c'est vrai également quand on travaille avec des entreprises privées de taille un petit peu conséquente. Et je pense que c'est vrai pour le développement de tout produit qui est destiné à avoir un marché potentiel assez important. C'est le décalage entre les besoins de la PME et puis le temps d'accès à ce marché, quoi. Ok, merci beaucoup. Karim, vous voulez tout à reprendre? fait, hein, on est pareil, hein, le cash et le temps de décision, hein, qui est lent pour les startups, donc ça nous permet, ça nous met sur en flux tendu à chaque fois avec des visibilités réduites et donc un travail constant sur la trésorerie pour essayer de tenir avant la validation de tel ou tel contrat, que ce soit avec du public ou du grand compte. On a des temps de décision qui sont extrêmement longs, de l'ordre de 6 mois minimum. Et donc, derrière, il faut avoir les reins solides pour pouvoir tenir. Donc, notamment en France, Après, à l'international, il peut y avoir notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays, on voit la différence en fait de closing qui est beaucoup plus rapide dans d'autres pays. D'accord, merci. Et alors, peut-être à vous trois aussi, finalement, on se projette. Où est-ce que vous voyez, où voyez-vous votre technologie dans 5 ans? Et est-ce que vous avez un impact sociétal ou industriel que vous visez personnellement pour votre technologie et votre start-up? Karim, Alain et Laurent. Je démarre. Alors, dans 5 ans, ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui grâce à cette invention, c'est de maîtriser les variabilités de terrain. Donc, c'est-à-dire en gros, tout ce qui se passe dans la vie vraie, et pas dans une base de données, mais dans la vraie vie. Et donc, notre vision, c'est de pouvoir maintenant l'embarquer dans la mobilité, que ce soit, je dirais, des robots, qui soient industriels, professionnels ou orientés consommateurs, voire des drones, voire des voitures, des avions, des véhicules professionnels. Donc, être capable d'appréhender l'environnement et de pouvoir s'adapter justement en temps réel, de façon autonome, sans être obligé d'être hyper connecté sur le cloud constamment et d'avoir en effet justement cette liberté, cette autonomie que nous pouvons nous aujourd'hui produire, en tout cas proposer à nos clients dans un contexte différent qui est manufacturier. Oui. Je vais poursuivre. Alors, moi, Oui, ça allez-y. m'est assez difficile de donner une vision pour Kaya en tant que telle. Par contre, c'est un peu plus facile, je pense, de donner une vision pour ce qui est de la technologie qu'on cherche à offrir, et donc la technologie de l'IA embarqué. Et notamment des puces dédiées, enfin, que j'évoquais dans ma présentation, des puces dédiées au traitement d'inférences d'IA.
Pour moi, là, il y a un gisement énorme à exploiter qui est juste en train d'émerger, mais j'ai envie de dire des fois que c'est un petit peu l'IA 2.0 par rapport à ce qu'a pu être l'IA Cloud. Aujourd'hui, on est juste au début et il y a moyen d'intégrer de l'IA dans des objets de plus en plus complexes. Alors, vous parliez de drones, on commence à le faire. Nous, on commence à travailler sur des systèmes d'atterrissage automatique de drones dans des conditions un petit peu difficiles. Il y en a dans de la robotique, bien sûr. Et l'autonomie, de toute façon, d'un robot, hein, que ce soit un robot industriel ou un robot même humanoïde à terme, il se fera avec une connectivité, mais une connectivité qui sera de plus en plus réduite. Donc, les débuts qu'on voit dans l'émergence de ces nouveaux processeurs, pour moi, c'est voué donc à une croissance quand même assez importante. On ne sait pas aujourd'hui traiter sous cette forme n'importe quel modèle d'IA. Je vous ai parlé de vision, je vous ai parlé de son. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez classiquement avec des réseaux de neurones convolutifs classiques. Par contre, la manière de traiter des réseaux de neurones récurrents, la manière de traiter ce qu'on appelle les architectures transformers qu'on va trouver dans les modèles type ChatGPT, ces choses-là, c'est pas encore des choses qui sont d'actualité, mais on y viendra. Et je suis à peu près aussi convaincu que ces technologies-là, elles vont faire leur émergence dans les data centers qui aujourd'hui sont pour beaucoup dédiés au calcul, à l'entraînement de gros modèles d'IA, et que ça va permettre aussi d'avoir des gains énergétiques assez importants sur tout ce qui est procédé d'intelligence artificielle. On arrive, alors je ne vais pas dire à maturité, mais aujourd'hui, par exemple, sur la vision, on commence à avoir des modèles qui sont satisfaisants dans beaucoup de cas de figure. Ce sera aussi probablement d'ici quelques années, peut-être peu d'années, sur le cas pour d'autres modèles. Et l'IA, en devenant de plus en plus répandue, eh ben, on va s'orienter sur une IA qui sera beaucoup plus de l'inférence que de l'entraînement. Et donc, ces technologies, celles que j'évoquais, je pense qu'elles sont effectivement de ce fait vouées à un avenir, je pense, assez important. Ouais, ouais. Très bien. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Nous, de notre côté, pour IoT, l'idée, c'est vraiment la démocratisation du new space et des solutions satellitaires, que ça soit un standard et qu'aujourd'hui, et que demain, tout le monde puisse accéder aux solutions satellitaires à faible coût, donc, et qu'ils puissent utiliser ce réseau partout dans le monde. Voilà, hein, on a Starlink, Elon Musk qui lance sa constellation pour Internet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer, nous, des solutions worldwide accessibles à tous à des coûts équivalents à ceux du cellulaire. On ne vous entend pas. Et souverain européen pour contrecarrer justement le Starlink américain. Tout à fait. Ok. Laurent Fournery, est-ce que vous souhaitez poser une question peut-être par rapport aux échecs ou pas? Par rapport si je souhaite moi poser une question par rapport aux échecs. Non, c'était peut-être par rapport. Oui, enfin, c'est vrai que Karim, Alain et Laurent Joffre, on l'a vu, hein, sont passés par bien sûr du succès, mais aussi des échecs qui sont très formateurs. Peut-être une question pour vous, alors Laurent Fournery, peut-être par rapport à justement aux échecs auxquels vous êtes confrontés justement en accompagnant ces différents chercheurs dans cette aventure. Comment ces expériences d'échecs influence-t-elle aujourd'hui la manière dont la SAT, donc vous, vous accompagnez les projets pour maximiser les chances de réussite, comment convertir ces échecs finalement en succès et maximiser les chances de réussite? Et oui, justement, on apprend un peu, là on a un petit peu de recul, là on a une dizaine d'années de recul, et donc alors je pense qu'il y a un niveau de risque que l'on accepte au départ sur la technologie même, évidemment. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui peuvent effectivement être évitées. Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'État a décidé de créer les pôles universitaires d'innovation, qu'on appelle les PUI, qui fédèrent vraiment tous les acteurs de la recherche par territoire. Donc nous, on est un des acteurs et des fondateurs du PUI de Montpellier, qui est donc
le chef de file, c'est l'Université de Montpellier. Et donc, il y a une partie de notre travail que l'on faisait qui était un petit peu en amont sur la partie sensibilisation, détection, que l'on va effectivement maintenant confier au PUI et à tout cet écosystème. Et nous, notre rôle va être de davantage qualifier les inventions en entrée et bien s'assurer de la reproductibilité, de la fiabilité, des résultats déjà en amont pour pouvoir bâtir un investissement sur quelque chose d'un peu plus solide. Et ensuite, on va se concentrer davantage sur la partie aval de la maturation. C'est vrai qu'aujourd'hui, Karim et Alain peuvent en témoigner, quand la maturation s'arrête du jour au lendemain, effectivement, la start-up doit prendre le relais et doit trouver ses investissements, etc. Et on a des défaillances parce que parfois, il y a la continuité de financement qui n'est pas assurée. Et donc là, on va s'impliquer davantage sur cette partie aval. On le fait, hein, alors c'est un petit peu en dehors de notre mission principale qui était d'accompagner les startups dans les levées de fonds, dans ce genre de choses, de créer des partenariats avec les investisseurs un peu plus poussés, d'impliquer, comme on l'a fait pour le monde industriel et les PME, faire participer le plus en amont possible les acteurs des étapes suivantes. Donc, à notre comité d'investissement, on a des investisseurs. Quand on monte un programme de maturation partenariale, on implique très, très en amont le futur exploitant et l'industriel et on définit le cahier des charges et les travaux avec le futur exploitant par la suite. Donc, on essaie de sécuriser vraiment au niveau design du programme et également du financement, vraiment tous nos investissements. Voilà, donc en fait, on va créer ce qu'on appelle, nous, un venture builder, où on va être beaucoup plus impliqué pour accompagner les startups après cette phase de maturation sur les aspects non techniques également. À noter que BPI a lancé un nouveau programme aussi pour vraiment favoriser. Avant, la BPI finançait essentiellement la technique et aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif d'aide qui permet de financer aussi la partie non technique, notamment en finançant le futur CEO, en apportant une aide par rapport à ça. Et voilà. Et le point clé, vraiment, enfin, ça a été dit un peu entre les lignes, mais c'est la partie fonds propres des sociétés, où en France, on a aussi un souci sur cette partie fonds propres. Il y a beaucoup d'aides et de possibilités, mais c'est souvent de la dette. Et il faut aussi trouver des mécanismes qui permettent de renforcer les fonds propres des sociétés. Les aides de BPI, par exemple, c'est souvent des avances remboursables. Et donc, ce ne sont pas forcément de l'apport en fonds propres qui permet de faire des non déductifs. Donc voilà, on va vraiment se focuser sur cette partie aval pour… Ok, mais intéressant. Donc, aval, ça veut dire que c'est vrai qu'on sera amené peut-être à travailler un peu plus, enfin, vous serez amené, vous, la SAT, à travailler peut-être un peu plus avec les pôles de compétitivité. Tout à fait, hein. tout à fait. D'accord. Et aussi une petite question très, très naïve aussi. Les PUI que je ne connais pas bien encore, est-ce qu'ils sont comme les 3 IA nationaux thématisés? Donc, est-ce que le PUI de Montpellier est thématisé par exemple, sur un secteur donné, sur une technologie spécifique, ou alors c'est vraiment général, la recherche publique en général? Alors non, les PUI, c'est vraiment par territoire. Hein. Il y a, je ne sais plus, comme les 3 IA. une trentaine de PUI. C'est vraiment pour rassembler l'ensemble des acteurs. Donc à Montpellier, on a l'Université de Montpellier, mais il y a le CNRS, l'INSERM. Il y a tous les acteurs. Il y a beaucoup. Mais après, sur Montpellier, après, chaque territoire a quelques spécificités. Il y a des territoires qui sont très, très génériques. Bon, tout le monde sait que Toulouse, on est plus axé sur l'aéronautique, par exemple. D'accord. Nous, sur Montpellier, on a quand même un historique autour du médical qui est assez important. Et on a effectivement protégé, nourrir. On a voilà, toutes les technologies autour de ces thématiques. Mais on est quand même multidisciplinaire sur le pôle universitaire de Montpellier, qui est quand même un pôle assez important, même si la composante santé est prédominante. Ok, merci beaucoup. Peut-être dernière question, ou alors les 2 dernières questions. Peut-être notamment à Karim, Alain, peut-être et Laurent aussi. Si vous deviez donner un conseil à un chercheur qui hésite à se lancer dans cette aventure voilà, de la création d'une start-up, mais même Laurent Joffre, vous avez aussi peut-être votre mot à dire. Si vous deviez donner un conseil à ce chercheur, lequel serait-il pour le motiver à se lancer donc, voilà, sur le marché et puis prendre le risque, certes, mais vivre une belle aventure, on l'entend avec les retours d'expérience de Alain, Karim notamment. Je vais commencer, peut-être reboucler un peu avec la première question qui avait été posée.
c'est d'abord de regarder le marché et les applications concrètes possibles. Alors, on l'évoquait avec les SAD, du transfert de technologie, de la recherche publique vers le privé. Il y a deux moyens de driver la recherche. Hein. C'est effectivement d'abord de chercher et puis d'aller voir les applications concrètes qu'on peut avoir, ou au contraire de partir du business, du besoin du client, et puis d'aller créer sa recherche de manière à répondre à ce besoin-là. Nous, on est une société purement privée et cette démarche, elle nous est essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre et moi, je ne peux pas lancer une recherche, un développement si je ne sais pas derrière que j'ai des débouchés, que j'ai mes contacts sur le marché, que j'ai des clients ou des clients potentiels qui seraient intéressés et que ce que je vais développer, je vais pouvoir très rapidement le commercialiser. Donc, si je devais donner effectivement un conseil à un chercheur, c'est d'intégrer également cette démarche et de regarder directement les applications et la manière dont le marché peut driver justement la recherche. Voilà. C'est un peu l'approche techno-push ou market pool. C'est un peu, voilà, c'est exactement ça, ouais. Regarder le marché, les applications, qui va être intéressé, aller discuter et engager les échanges avec des industriels ou des clients finaux et revenir après peut-être sur la technologie, sur la recherche et la manière de l'orienter. Et puis, deuxième chose aussi que je dirais, et là on va rebondir un peu sur le dernier point qui a été évoqué, c'est par rapport à l'échec. Entreprendre, réussir, pour moi, l'échec en fait partie. Alors il y a l'échec du chef d'entreprise qui est un échec un peu quotidien. Hein. On a une affaire qu'on pense avoir, finalement ça se fait pas, ou inversement il y en a une autre qui arrive. Avec des fois des choses qui peuvent être plus ou moins impactantes pour la société. Là, je reprends l'exemple de Keia. Donc, on travaille essentiellement pour le public. L'année dernière, comme vous le savez tous, le budget de l'État a été voté extrêmement tardivement. Les collectivités n'étaient pas dotées. On leur a demandé de faire des réductions budgétaires de 10 à 20%. Et dans les faits, les commandes qui ont été passées ont été 6 ou 8 mois plus tard. 6 ou 8 mois plus tard, pour une PME, c'est énorme et pour nous, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Et puis, il y a l'échec aussi qui est celui, je dirais, du parcours un peu initiatique de l'entrepreneuriat. Et ça veut dire aussi se planter. Moi, je me suis planté il y a déjà quelques années de manière assez douloureuse. Et je pense que ça développe aussi une démarche d'esprit qui est propre à l'entrepreneur et qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus quand on va sortir d'un laboratoire peut-être de recherche publique où on vit avec une vision et une relative certitude sur les années qui viennent et ce qui n'est pas toujours, même très rarement le cas dans certaines situations chez l'entrepreneur où effectivement on doit vivre au jour le jour en fonction de ce qui va arriver, de ce qui va se produire ou voilà, avec une visibilité qui peut être très restreinte. Donc les deux principaux conseils, mais axes de réflexion, hein, j'aimerais dire que je pourrais suggérer sur cela. Ouais. D'accord, ok. Merci beaucoup Laurent Joffre pour ce partage. Même question pour peut-être Alain, Karim, peut-être Laurent Fournery aussi d'ailleurs. Quel conseil vous donneriez à ce chercheur qui hésite à se lancer dans cette aventure de maturation, licensing et transfert de technologie vers la vraie vie? J'irai dans le sens un petit peu de ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire de regarder en effet le chemin à parcourir plutôt que le chemin parcouru dans un premier temps. C'est-à-dire de changer l'échelle des temps pour un chercheur. Un chercheur qui innove quelque chose, qui a une invention, on va considérer qu'en fin de compte, il a fait son travail et que maintenant il suffit de commercialiser. Or, l'histoire n'a fait que de commencer. Et ça, je pense que c'est la première des choses qu'un chercheur doit avoir dans la tête. L'histoire ne fait que de commencer. Que son invention est un enabler, son invention est une marche qui va permettre en effet justement la création d'entreprise et démarrer l'aventure, mais c'est que le début.
Ça, c'est la première des choses. La plupart des chercheurs considèrent que c'est fait et qu'il suffit de. Le deuxième élément, c'est l'échelle de temps. Elle est très différente entre un chercheur et un monde privé. Dans le monde privé, vous avez une pression forte dans la solution pour qu'elle réponde aux besoins, et vous n'avez pas 2 coups, 3 coups, 4 coups pour convaincre votre client. Il faut absolument que ça marche le premier coup. Or, le chercheur va toujours avoir, lui, dans sa perception et dans sa volonté de rendre son idée perfectible, avoir le temps de pouvoir le faire. Eh bien non, quand on rentre dans le monde privé, en fait, malheureusement, on n'a pas le temps. Il faut réagir vite, il faut vraiment réagir de façon globale et d'avoir en effet une solution relativement prête. Si cette échelle de temps est bien maîtrisée, en tout cas, il est prêt à changer de paradigme dans cette échelle de temps, sa perception de valeur du temps, eh bien, je pense qu'il peut y aller. Mais s'il reste en effet coincé, je dirais, dans cet esprit de chercheur, qui est encore une fois très valorisable, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir de limite, de pouvoir réfléchir sur le long terme, de pouvoir résoudre ces problèmes sur le long terme, c'est quelque chose, je pense, qui nécessite un accompagnement. Wow. Ok, merci Alain. Karim? Moi, je rajouterais savoir bien s'entourer, l'équipe. Voilà. Parce qu'un chercheur, on est des chercheurs. On maîtrise, le commercial, c'est facile, on va savoir faire, ça c'est facile, et on a tendance à vouloir faire un peu tout seul. Et donc, vraiment, savoir s'entourer de spécialistes, chacun dans son domaine, non scientifique, hein, que ce soit la finance ou le commerce, parce que c'est cette équipe qui va permettre de pousser et d'avoir un cœur qui va permettre de tenir dans les bons et dans les mauvais moments. Et donc, pour moi, ça reste aussi quelque chose de primordial pour la réussite d'un projet. Ok, merci beaucoup. Laurent Fondry, vous voulez compléter ou... Oui, juste quelques mots. Je distinguerai 2 catégories de chercheurs. Il y a des chercheurs titulaires qui sont directeurs de recherche au CNRS, aux professeurs à l'université. Et donc, eux, leur vie, ils resteront chercheurs, agents publics, et ils participeront à la start-up. Donc là, je leur dirais, le conseil, effectivement, bien s'ouvrir les mots techniques, de ne pas penser tout en étant technocentré. Donc ça a été dit. Et puis le deuxième, je dirais, ce serait de bien choisir le CEO, évidemment, donc qui va porter le projet et on l'aide. Et puis il y a une autre catégorie de chercheurs qui sont des jeunes docteurs ou des gens qui sont en postdoc ou des gens qui vont, à l'issue de leurs travaux de recherche, de leur thèse, de leur doctorat, qui vont vouloir créer leur start-up. Et là, ils vont devenir entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on adore faire, c'est transformer un jeune scientifique en chef d'entreprise. Et c'est un processus qui prend quelques années, le temps de effectivement changer de manière et d'acquérir en compétences sur ces compétences non techniques, je dirais aussi, et d'entrepreneuriat. Et donc voilà, donc ça on fait beaucoup d'accompagnement de jeunes scientifiques qui veulent monter leur start-up. Et là, le conseil, je dirais, c'est surtout s'interroger sur le moteur, sur l'ambition que l'on a, à monter cette boîte, et le moteur qui nous fait vibrer pour pouvoir démarrer cette aventure en ayant conscience effectivement de toutes les difficultés qui vont arriver. Donc, en disant que c'est une aventure passionnante, mais pour laquelle il faut être extrêmement résilient aussi, et donc bien s'interroger sur ses motivations par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci à tous. Je pense que vous voyez mon écran. Next Step, donc encore une fois, cette session sera enregistrée en replay et on aura le plaisir de pouvoir vous réécouter à tête reposée, notamment pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Next Step, donc c'est vos rendez-vous. Hein. Vous devriez avoir vous 4 là, vous devriez aussi avoir votre planning de rendez-vous à partir de 14 h. Vous me confirmez que vous avez votre planning de rendez-vous sur B2Match, si vous êtes inscrit ou pas? Oui, Karim, vous en avez pris 5, je crois. Oui. Ok, Laurent aussi. J'en ai validé là hier ou avant-hier, je ne sais plus, mardi. Ok, donc, très bien. Donc, vous avez un planning de rendez-vous, vous devez pouvoir avoir accès. Donc, n'hésitez pas à vous connecter quand même avant, au moins 10 minutes, quand même avant votre rendez-vous sur la plateforme B2Match pour pouvoir rentrer dans la salle virtuelle et pouvoir interagir pendant les 10 minutes avec votre interlocuteur. Je crois qu'il y a un décompte
1 minute avant la fin hein, pour vous aider à, voilà, à conclure avant de passer au rendez-vous suivant. N'hésitez pas à nous connecter. Je ne sais pas si Céline est connectée, elle veut dire un mot. Je lui ouvre le micro. Céline, tu veux dire un mot? On t'entend si tu veux. Oui. Tu nous entends, Céline? Oui. Et je vous entends. Ok. Donc, vous vous connectez un petit peu avant. Vous testez micro et caméra, comme ça au moins tout est bon. Et puis ensuite, vous allez dans votre planning de rendez-vous et vous enchaînez les meetings. Voilà, ça commence à pas. Les premiers rendez-vous sont à 14h et le dernier à 15h20. C'est ça, Céline? Oui, tout à fait. Oui, donc connectez-vous avant pour tester effectivement micro et caméra, mais normalement, l'outil, la plateforme vous le demande automatiquement. Et vous allez aussi, dernière petite chose, lorsque je vais terminer là, ce webinaire GoToWebinar, ce webinaire, oui, avec notre outil GoToWebinar, vous allez automatiquement recevoir un questionnaire de satisfaction. Je vous remercie de consacrer à tous une petite minute pour le remplir afin de prendre en compte vos remarques pour les prochaines sessions. Voilà. Merci à tous. Mot de la fin peut-être pour Laurent Fournery? Non, moi je voulais simplement remercier Actantis et Fabienne voilà, pour l'organisation de ce webinaire. On était ravis de participer à cet événement et avec la participation voilà, de nos start-upers. Et on espère que ça aura aidé à motiver certaines personnes de l'auditoire à faire contacter. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit le pôle de compétitivité ou la SAT ou l'écosystème ou les membres du PUI. Voilà, vraiment, il y a beaucoup d'innovations à faire encore sur les prochaines années. Et donc, on est là. N'hésitez pas à nous contacter. Ouais, et merci à tout un le rôle monde. fondamental. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour remercier Laurent Biasetti aussi, qui est derrière tout ça, qui a beaucoup contribué à vous réunir. Merci encore. Vous voulez dire un petit mot? Merci. Merci à tout le monde. Voilà, et rendez-vous un petit peu avant 14h pour vos rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.